Ce qui a fait aussi ce qui brouille un peu la lecture des résultats des écolos. Parce que si on additionne les voix des partis purement écologistes, on est à peu près à 17,5. Parce qu'il y a 13,5 Europe Écologie, puis Parti Animaliste, puis Urgence Écologie. Mais que ça soit Place Publique, Génération, La France Insoumise, ils avaient des programmes super écolos, vraiment. Même En Marche avait intégré un certain nombre de trucs, avait débauché les écolos pour venir. Donc il y avait quand même une espèce d'éparpillement du sujet dans tous les partis. Et même ceux qui sont purement anti-écolo au départ, les Républicains qui sont vraiment super nuls d'habitude sur ces sujets-là, et le Rassemblement National ont intégré des trucs. Alors après, ils les ont mis à leur sauce. Marine Le Pen a mis à sa sauce le localisme. Ah oui, c'est bien ce qu'on dit, on veut fermer les frontières, donc ça marche, génial. Manger local, c'est super, on dit ça tout le temps. Un bon opportunisme électoral, mais sur les résultats globaux en Europe, et même en France, il n'y a quand même fondamentalement pas de quoi se réjouir, quoi. Il y a 70 députés verts sur 750 députés en Europe. On parle quand même d'un enjeu, et de plus en plus, qui conditionne l'avenir de l'humanité. On est en train de dire qu'il y a une partie de l'humanité qui pourrait disparaître d'ici à la fin du siècle. Et que les choix qu'on doit faire, c'est des choix qu'on doit faire dans les 10 ans qui viennent. Donc se dire qu'il y a moins de 10% de députés écolos, c'est quand même pas hyper réjouissant. C'est justement pour rester dans l'actu, c'était il y a 15 jours, le Festival de Cannes, tu as déclaré avec 200 personnalités du monde du cinéma, nous avons une fenêtre d'à peine 10 ans pour radicalement changer la société. Alors ma question c'est, est-ce que tu penses qu'en 10 ans, on peut changer nos modes de vie au point d'atteindre en fait les objectifs, parce que tu citais l'objectif haut de l'accord de Paris, c'est ça, 1,5 degré, sachant que dans Oui Demain, à travers le portrait de Patrice, tu listes quelques, comme ça, pêle-mêle, actions qu'il faudrait établir, donc dans les 10 ans. Il faudrait, pour y arriver, interdire la vente de voitures neuves d'ici 2020. Il faudrait encadrer les voyages en avion hors d'Europe à partir de 2024. Et il faudrait passer de 90 à 25 kg de viande par personne et par an. Oui, c'est que quelques exemples. Il y a en fait un cabinet qui s'appelle... La liste est longue, hein, les exemples. Et vous pouvez retrouver ça. Il y a un cabinet qui s'appelle BL Evolution qui s'est amusé à faire une étude en se disant, ok, chiffrons les choses, quoi. On a l'accord de Paris, on dit qu'il faut rester en dessous d'1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle. Ça veut dire quoi, en pratique? Parce qu'on a beaucoup tendance à prendre des décisions politiques sans avoir conscience de l'impact. Typiquement, c'est ce qui s'est passé avec le nucléaire en France, où il y a eu une loi qui a été votée par le gouvernement Hollande pour réduire la part du nucléaire de 75 à 50%. Tout d'un coup, Nicolas Hulot est arrivé au ministère, il a regardé ce que ça voulait dire, puis il a dit, au fait, les gars, ça veut dire qu'il faut fermer 20 réacteurs. Et tout le monde fait quoi? 20 réacteurs? Ah non, on va fermer 20 réacteurs. Je sais pas, on a voté une loi, on a dit qu'on passait de 75 à 50. Donc ça veut dire fermer 20 réacteurs. Ah oui, ah ben non. Si ça veut dire fermer 20 réacteurs, dans ce cas-là, on ne fait pas. Ben, là, c'est pareil. C'est-à-dire quoi? On peut dire 1,5, ça ne dit rien à personne. À partir du moment où on commence à mettre des choses, et donc là, Évolution a fait le choix de faire un scénario, qui n'est qu'un scénario, à vrai dire, parce qu'il y a d'autres moyens d'y arriver, mais qui s'est axé beaucoup sur la consommation, justement pour que ça soit parlant pour chacun d'entre nous. Et en allant chercher des exemples. Donc effectivement, l'avion, il faudrait arrêter l'avion hors d'Europe à partir de 2024, ou vraiment le faire quand c'est absolument obligé. Dès maintenant, il faudrait arrêter les vols intérieurs, quand il y a une alternative pour le train. Il faudrait effectivement prendre radicalement moins sa voiture. Il faudrait qu'il y ait 50% de voitures en moins en circulation. Vous voyez, comme c'est très populaire, à Paris d'ailleurs, la maire de Paris a beaucoup de nouveaux amis parce qu'elle voudrait réduire la place de la voiture. Donc, c'est, pour répondre à ta question, non, je pense que malheureusement, à part une espèce de big bang politique un peu où les choses seraient un peu à marche forcée, type planification écologique de Mélenchon, ou des vraies catastrophes, enfin des vrais chocs qui font que l'opinion publique va prendre conscience et va accepter de revenir sur un certain nombre d'éléments de son confort. Moi, je suis assez pessimiste sur le fait qu'on arrive à remplir ces objectifs-là dans les 10 ans. Et dans les actes, parce que il y a les chiffres, il y a nos consommations individuelles, nos modes de vie, etc. Et toujours dans le portrait,
tu dis dans les actes, nous sommes tous climato-sceptiques, même vous les écolos en fait. Même toi, tu te mets dans le lot des climato-sceptiques en acte. Et si on reprend le transport aérien, tu as dit qu'il faudrait diminuer le temps, etc. Sauf que d'ici 2030, il promet de doubler. C'est ce qu'annoncent les chiffres. Et que, lueur d'espoir, dans le même temps, on voit commencer à se développer des mouvements citoyens, anti-aériens, enfin anti-transport aérien, anti-tout avion. En Suède, c'est parti de Suède, il y a un mouvement qui s'est articulé autour de la honte de voler. C'était un mot suédois qui disait honte de voler. Est-ce que tout ça peut changer nos comportements à une échéance suffisamment courte pour qu'on puisse ne pas arriver dans le mur? Comment tu... ouais. Est-ce que finalement ça ne peut pas devenir un mouvement mondial, la honte de l'avion? Ou est-ce que ça, bien sûr, dans les 10 ans, ça peut rester, mais ne pas rester une niche? C'est ça l'espoir, c'est pour ça que je parle tout le temps de récits, d'histoires, de fiction. C'est qu'on a besoin de changer de représentation du monde. Donc si effectivement la mobilisation de la jeunesse, un certain nombre de mobilisations dans différents pays s'étendent et qu'en quelques années ça devient aberrant pour la plupart des habitants de cette planète de prendre l'avion pour faire Paris-Marseille par exemple, ou même Paris-Amsterdam, on peut imaginer que les choses s'accélèrent un peu. Mais il faut quand même avoir une idée des ordres de grandeur. En France aujourd'hui, un Français moyen, je dis moyen, en moyenne les Français, et c'est justement pas moyen parce que la partie la plus riche consomme et émet beaucoup plus que la partie la plus pauvre, mais si on fait une moyenne, chaque Français émet 11 tonnes de CO2 par an. Pour rester dans l'objectif 1,5 degré à la fin du siècle, il faudrait que ça soit 1 tonne. Il faudrait diviser par 11. Je ne sais pas si vous imaginez. Dans ces 11, il y a 7 qui sont liés à nos modes de vie et 4 qui sont liés à ce qu'on achète, donc aux émissions importées, qui ne sont pas directement sur le territoire français, mais qui sont imputées à nos achats. Diminuer par 11, ça veut dire un changement de mode de vie vraiment radical. Et donc, ce changement de vie radical, il ne pourra pas être acceptable pour la population si on le vend simplement comme un truc de privation. On continue à avoir des pubs toute la journée qui nous expliquent qu'il faut absolument acheter telle nouvelle bagnole et tel nouveau truc, et que sinon on ne sera pas heureux, et que sinon on ne sera pas quelqu'un de bien, et que sinon on ne nous admirera pas. Et en même temps, avoir cette injonction contradictoire qui dit arrêtez de consommer, réduisez, réduisez, réduisez. On a besoin de construire un autre récit qui propose une autre perspective de sens. C'est-à-dire que le sens de notre existence et ce qui conditionne notre bonheur ne soit pas cette espèce de course en avant qui nous pousse à acheter, 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 consommer, être un producteur-consommateur à tout prix. Alors cet autre récit, il avance, en témoigne le nombre de personnes dans cette salle ce soir, en témoigne le nombre de personnes qui sont allées voir demain au cinéma, et pendant ce temps-là, tout s'accélère en fait. Et je voulais te parler de la 5G. La 5G, ça arrive dans nos portables qu'en 2020, c'est déjà en Corée du Sud, donc ça va en gros complètement encore accélérer le monde dans un nouveau palier. Ça va aussi consommer énormément d'énergie, et en même temps, on se pose la question, comment on fait pour ne pas y aller sur la 5G? Parce qu'en fait, on sort de la compétition économique mondiale. Mais c'est toujours pareil, en fait. C'est pour ça que moi j'ai appelé ce livre Petit manuel de résistance contemporaine, parce qu'il y a une dimension de résistance aujourd'hui. C'est qu'on a besoin de résister à des trucs. On a besoin de résister à l'utilisation frénétique des smartphones qui nous font passer je ne sais combien d'heures sur Instagram. On a besoin de résister à changer de téléphone pour avoir de la 5G. On a besoin de résister aux sirènes d'aller prendre l'avion pour passer une semaine à l'autre bout du monde alors qu'on peut prendre un train de nuit et aller... résister au niveau individuel. Mais les choses sont liées, c'est-à-dire que... Parce qu'au niveau collectif, les décisions ne sont pas prises dans ce sens-là, bien au contraire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que si on rate cette technologie, si on rate ce train des technologies, on sort de la compétition mondiale, donc ça se joue sur l'emploi, etc. Il y a une vraie question que... On est au cœur de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la décision collective? Pourquoi est-ce que collectivement on décide de prendre une décision? Parce que collectivement on adhère à un nouveau faisceau
d'éléments qui nous permettent de tisser une nouvelle histoire. En fait, nous, les êtres humains, on a une appréhension du monde qui est extrêmement subjective. On passe notre temps à être le témoin d'un certain nombre de faits auxquels on essaie de donner du sens. Parce qu'on n'a jamais une compréhension globale de l'ensemble des faits. Et le sens qu'on donne à ces faits, il est très naturellement influencé par la conscience collective, par le récit dans lequel on baigne. Donc le récit dans lequel on baigne, c'est ce que racontent les médias toute la journée, c'est ce que va dire votre belle-mère quand vous allez manger chez elle le dimanche, c'est ce que disent vos collègues de travail, c'est globalement l'accord qu'il y a dans le groupe dans lequel vous vivez. Et ce que dit par exemple Harari, donc l'auteur de Sapiens, Homo Deus, etc., c'est que plus il y a de personnes qui adhèrent à une même histoire, plus l'ensemble de ces personnes va ensuite adhérer aux mêmes normes, aux mêmes lois, aux mêmes façons de fonctionner. Et aujourd'hui, le cœur de notre histoire, de notre récit collectif, il faut de la croissance économique. Pour avoir de la croissance économique, il faut être compétitif, il faut être productif, il faut faire du profit le plus rapidement possible. Et donc, on doit se positionner dans cette compétition mondiale. Et ça pose des questions de rapport au revenu et au travail. Donc ça structure. Parce que si on sort de cette logique, on sort de la logique qui aujourd'hui crée l'emploi. Qui est la logique dominante. Donc cette logique-là, ce récit-là, il structure non seulement les politiques publiques, le fonctionnement des entreprises, mais aussi notre façon de vivre ensemble. Et c'est pour ça que quand vous commencez à dire à quelqu'un « Ah oui, mais le problème c'est la croissance », ça peut être hérétique. Parce que la personne peut dire « Mais t'es débile, quoi. » C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi, toi t'as pas de salaire, tu vas crever la gueule ouverte. Il faut de la croissance. Donc, tout l'enjeu, c'est de faire émerger, et c'est ce que vous faites notamment avec Nous Demain, de faire émerger de nouveaux récits à travers des initiatives pionnières, à la fois qui sont des initiatives de terrain, c'est-à-dire des gens qui font autrement, mais aussi des gens qui pensent autrement, c'est-à-dire qui ont des théories économiques différentes sur la façon dont on pourrait fonctionner ensemble, échanger des richesses, produire ou pas, ou arrêter de produire, et justement aller vers des modes de vie plus sobres, etc. Et faire en sorte que cette histoire soit suffisamment puissante pour que suffisamment de personnes y adhèrent, pour qu'ensuite ça devienne une nouvelle norme. Et si on parle de la 5G aujourd'hui, la norme actuelle voudrait que, bah oui, il y a de la 5G, il faut de la 5G. Bah oui, il y a l'iPhone 23, bah il faut l'iPhone 23. Parce que moi j'ai l'iPhone 14, l'iPhone 14 c'est lui. Et l'iPhone 14, il ne va pas pouvoir faire telle mise à jour, et puis il n'a pas telle fonctionnalité, et puis voilà, c'est le sens de l'histoire. On a un iPhone toujours plus récent, quoi. Et on a une technologie toujours plus récente. Sauf que cette course en avant-là, à partir du moment où on est capable de prouver qu'elle nous emmène vers une espèce de suicide collectif, et que ce récit-là, donc du coup, perd de sa superbe, de son sens, qui se craquelle, on dit, ben non, en fait, ce récit, il est absurde. On n'a pas besoin, nous, les êtres humains, de croissance pour vivre, c'est pas vrai. Des tribus d'Amazonie, si vous leur dites que vous avez besoin de la croissance économique pour vivre, elles vont vous rironner. Ben non, elles n'ont pas besoin. Simplement, c'est un récit collectif auquel on a choisi d'adhérer collectivement. Donc, notre travail, et c'est pour ça que j'ai été effectivement au Festival de Cannes, proposer aux cinéastes de nous aider à inventer d'autres histoires de l'avenir. Notre travail, c'est de battre ce récit en brèche, de le fissurer et d'introduire d'autres éléments qui permettent d'en proposer un autre. Donc de casser le modèle économique dominant d'abord dans l'esprit, ensuite dans les actes, on a compris. Bon, c'est bon. Oui. Pardon, excusez-moi. On a compris, je le dis de manière un peu sèche. Toujours sur cette question technologique, parce qu'il y a aussi, pour faire la transition écologique, besoin d'éoliennes. En masse, a priori. Bah, tout dépend de combien d'énergie on veut produire. Voilà, pareil. Mais bon, on peut l'attribuer l'Amazonie dans sa transition énergétique et des villes comme Paris ou d'autres, il y aura besoin de fournir des énergies renouvelables. Et toujours sur cette question-là, de ce qu'on extrait de la nature. Parce qu'en fait, il y a besoin de terres rares, par exemple, pour faire des éoliennes. 99% des terres rares sont en Chine,
produit dans des conditions innommables pour l'environnement et socialement aussi. Mais les Chinois maîtrisent cette denrée qui est nécessaire pour faire des éoliennes, pour faire des voitures électriques, pour faire des téléphones aussi. À partir du moment où cette ressource est à la fois nécessaire, à la fois on n'a pas de souveraineté dessus, est-ce que ça rentre dans le grand récit nouveau, ces questionnements-là, qui seront géostratégiques et qui vont nous arriver en travers de la figure? Le grand récit, c'est déjà de se dire de quelle quantité d'énergie on a besoin et pour faire quoi. C'est déjà une question qu'on n'est plus habitué à se poser parce moi, je sais que moi qui commence à être un peu à la moitié, là, j'ai 40 ans, je suis né dans un monde où l'énergie était abondante, où la question de l'accès à l'énergie se posait peu. Je suis en 78, après les chocs pétroliers, j'ai toujours eu l'idée que l'énergie, il y en a. Sauf que là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que non, pas forcément. C'est-à-dire que dans l'état de nos connaissances actuelles, peut-être qu'un jour, on sera capable de faire, de l'énergie libre, de capter directement le soleil, faire de la photosynthèse nous-mêmes. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, l'énergie, elle nous demande énormément d'extraction, y compris l'énergie qu'on dit renouvelable, qui s'appuie sur l'électricité. Ça demande effectivement de creuser des trous énormes, de faire descendre des gens dans des mines, de détruire des écosystèmes entiers. Et effectivement, ça pose ensuite des questions géostratégiques qui sont en fait des questions relativement proches à celles que nous nous posons aujourd'hui par rapport au pétrole, qui détient les ressources de pétrole, en gros, détermine beaucoup de la géopolitique mondiale. Bon, donc là, on voit que la géopolitique pourrait basculer parce que la Chine a les terres rares. Mais il faut quand même se rendre compte que dans l'énergie qu'on produit aujourd'hui et qu'on consomme, il y a 50 à 60% qui est totalement superflu, dont on pourrait absolument se passer. C'était un chiffre qu'on donnait dans le bain. Juste pour faire marcher les appareils en veille, en France, il faut 2 centrales nucléaires. Pour faire marcher les appareils en veille en Europe, il en faut 6. Donc déjà, il y a 6 centrales nucléaires, on peut les enlever. Elles servent à rien. Elles servent juste à du gaspillage. On donnait aussi ce chiffre-là dans demain, les écrans vidéo que vous voyez dans le métro, là, pour passer des pubs, donc pour faire marcher la croissance, ils consomment l'équivalent de ce que consomment 2 familles pour leurs besoins de toute l'année en électricité. C'est considérable, et on n'en a pas besoin. Donc, ça c'est les gens, les amis de Négawatt qui disent ça, on aurait d'abord besoin de faire une espèce de grille entre l'indispensable, le nécessaire, l'utile, le superflu et ce qui est carrément nocif, et collectivement se donner des règles, comme on s'est donné des règles sur d'autres sujets. Par exemple, on a le code de la route, voilà, il y a des règles. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rouler à 140 là dans la rue, parce que c'est dangereux. Pour l'énergie, on devrait être capable de dire, on interdit tel type de consommation d'énergie qui n'est absolument pas utile à la société et qui est carrément dangereux, parce que ça nous demande effectivement de détruire des écosystèmes ou de réchauffer le climat si on utilise des énergies fossiles. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, de dimensionner la production dont on a besoin avec des énergies qui ont un moindre impact. Aujourd'hui, malgré tout, si on regarde, l'ADEME a fait ce travail-là, l'analyse du cycle de vie d'une éolienne pour produire de l'électricité, c'est 12 grammes de CO2 émis pour 1 kW produit. Le charbon, c'est à peu près 1000. Et le pétrole, je crois que c'est à peu près 780. Donc c'est infiniment moins, même sur l'ensemble du cycle de vie. L'idéal, et ensuite, évidemment, d'améliorer encore nos façons de produire de l'énergie, de coupler aussi les techniques, c'est à se dire, quand on fait une éolienne, on l'a fait pour 40 ans, ou 50 ans, on fait en sorte qu'ensuite elle soit complètement recyclable, que tous les matériaux qui la composent, on puisse les réutiliser d'une autre façon, que ce soit la même chose pour des panneaux solaires si on utilise des panneaux solaires, que si on fait des installations, on essaie de les dimensionner justement pour qu'elles n'aient pas un impact hyper négatif sur la nature. Typiquement l'hydroélectricité, quand on fait des barrages énormes, ça a des impacts absolument catastrophiques sur les écosystèmes et parfois même sur des populations qui vivent là. Comment est-ce qu'on fait des micro-barrages et comment est-ce qu'on va vers une société, et ça
ça fait partie effectivement du récit, où on a plus de petites structures connectées les unes aux autres, plutôt que des énormes structures qui ont tendance à tout centraliser, le pouvoir, la richesse, l'énergie, et à être non seulement antidémocratique, parce que c'est trop de pouvoir et trop d'argent dans quelques mains, mais en plus de ça, qui sont structurellement polluantes et destructrices. Cyril, je ne savais pas qu'à Cannes, tu nous avais donné 10 ans de plus. Là, c'est ce que